Merci. Alors, tout d'abord, je vais me présenter pour que vous compreniez le métier que je fais. En fait, je suis architecte programmiste et expert santé. Je me situe ici, à cet endroit de la diapositive. Ça ne marche plus. Bien. Voilà. Au milieu, c'est-à-dire que je fais le lien entre les utilisateurs hospitaliers que vous êtes et les architectes qui vont construire. En fait, je rédige les cahiers des charges des besoins pour la construction ou la rénovation des hôpitaux et notamment des blocs opératoires. Alors, bien évidemment, c'est un peu contradictoire. C'est moi qui commence la séance alors que j'aurais dû intervenir en dernier pour écouter quels sont vos besoins, ensuite les traduire dans un programme et les donner à l'architecte. La séance est un petit peu à l'envers, comme aurait dit Lacan. C'est là qu'on va comprendre les choses, puisqu'il y a une contradiction. Alors, le premier point qu'on peut citer, c'est qu'en fait, la forme suit la fonction. Et ça revient à ce que je viens de dire. Vous définissez vos fonctions et la forme vient après. Ça, c'est Mies van der Rohe, un des fondateurs d'un mouvement que vous devez tous connaître qui s'appelle le Bauhaus et qui a dessiné le pavillon de Barcelone en 1938. Et je crois que c'est un principe important. Ce n'est pas l'architecte qui dessine le bloc opératoire, c'est vous qui le concevez. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je vais plutôt écouter les interventions suivantes. Aujourd'hui, oui, il y a quelques pistes pour les blocs opératoires de demain, mais je ne les connais pas. Je pense que vous les connaissez mieux que moi. Alors, on verra un petit peu les quelques blocs opératoires au travers des temps, de manière très raccourcie, puisque je n'ai qu'un peu plus de 20 minutes. On regardera aussi quels sont les différents modèles de blocs opératoires qu'on a pu rencontrer au XXe siècle et quel est l'état de l'art en 2014 et quelles sont les pistes que l'on peut envisager. Alors, quand on regarde l'architecture hospitalière et les différents types d'hôpitaux, alors vous ne retrouverez pas dans cette démarche les séquences habituelles parce que j'ai un petit peu rétréci les différentes époques. En gros, un bâtiment, lorsque l'architecte le construit, il est toujours influencé par une époque, un courant intellectuel ou philosophique, une mode architecturale. Nous sommes aujourd'hui plutôt sur des immeubles verticaux, alors que l'on sait qu'il vaut mieux que les hôpitaux soient horizontaux, des règlements et des technologies de construction. On ne construit pas aujourd'hui comme on construisait il y a un siècle. L'hôpital, c'est encore plus compliqué, parce que lui, il est influencé par les patients qu'il va accueillir, les résidents également, puisque l'hôpital est un monde qui va du nouveau-né jusqu'à la personne âgée, les pratiques médicales et sociales, les évolutions technologiques médicales qui sont incessantes, voire des maladies nouvelles qui peuvent apparaître. Bien évidemment, vous le savez tous, des contraintes économiques qui sont de plus en plus importantes. Des règlements sanitaires qui effectivement sont quelquefois très draconiens, et puis ce que vous faites, l'état de l'art de la médecine. Et le bâtiment doit refléter tous ces points-là. Alors je reviens sur un principe auquel je tiens beaucoup. C'est vous qui concevez l'hôpital, l'architecte il ne fait que le dessiner. Hein, c'est pas lui qui décide du nombre de lits, c'est pas lui qui décide de la façon dont le bloc opératoire va marcher. Et en fait, la réussite d'un projet, c'est dans le cahier des charges. Alors, c'est la première pierre que l'on fait lorsqu'on veut faire un projet, on rédige le cahier des charges. Et une chose qu'il faut savoir, si vous écrivez une erreur dans le cahier des charges, elle sera ensuite coulée dans le béton par l'architecte, et quand on inaugure le bâtiment, on dit oh, mais quel est l'imbécile de l'architecte qui a dessiné ça? Peut-être que c'est vous qui avez passé une mauvaise commande. Donc il faut être extrêmement prudent là-dessus, et je crois que les architectes doivent être humbles, et les hospitaliers aussi. Alors, première trace d'une salle d'opération, on a retrouvé des instruments en Égypte qui dataient de 2750 avant Jésus-Christ. Donc, pas de salle d'opération. Sur l'architecture des hôpitaux, on sait qu'avant le 19e siècle, les hôpitaux, avant d'être l'hôpital royal, c'était des hôpitaux tenus par les ecclésiastiques. Donc, pas de trace de salle d'opération, puisque l'Église interdit la chirurgie, considérant que c'est de la sorcellerie. Alors, dans les exemples qu'on peut trouver, donc l'élément fort de chaque hôpital avant le 19e siècle, c'est la chapelle, reflet des ecclésiastiques. C'est l'hôpital Laënnec à Paris. Moi, j'ai connu les salles de l'hôpital Laënnec
dans des pavillons qui étaient sur la rue de Sèvres. On ouvrait les fenêtres pour désinfecter entre deux salles d'opération. C'était l'année de mon entrée à l'assistance publique. Et vous aviez aussi l'hôpital majeur à Milan. La petite photo en rouge, c'est le barbier chirurgien qui était sur les places de village, puisqu'on ne pouvait pas opérer dans ces hôpitaux. Autre époque qui est marquée par le traité du docteur Tenon, qui est en fait le premier programme fonctionnel qu'on peut trouver dans l'architecture. C'est aussi, je vous parlais de courant intellectuel et philosophique, l'époque d'Haussmann, l'époque où on a commencé à tracer l'urbanisme de Paris, qui aujourd'hui est encore vivant. Alors, c'est meilleur exemple, l'hôpital Lariboisière, que certains connaissent ici à gauche, et une vue sur Lariboisière. Une organisation très élaborée, des pavillons qui chacun correspondait à une fonction. Médecine homme, médecine femme, au fond, les bâtiments logistiques. C'est assez intéressant de savoir qu'en 1850, il n'y avait pas encore de bloc opératoire. Les blocs opératoires ont été à Lariboisière, ajoutés au bout de chaque pavillon, donc un petit peu plus tard. En 1980, pour ceux qui connaissent Lariboisière, les blocs opératoires ont été regroupés dans ce qu'on appelle le bloc médico-technique, qui fait 3 niveaux du sous-sol sous la cour d'honneur de cet établissement. Donc là, début de la notion de bloc opératoire. On passe à une époque très importante qui sont les découvertes de Pasteur. Les découvertes de Pasteur, l'état de l'art de la médecine, a induit un nouveau type architectural qui est le type pavillonnaire. Pour ne pas confondre, Lariboisière n'est pas un type pavillonnaire puisque les bâtiments sont reliés entre eux. Et vous avez l'exemple sur le plan à droite qui est en fait l'hôpital Édouard Herriot ouvert donc à Lyon sur un modèle pavillonnaire. Chaque pavillon chirurgical avait son propre bloc opératoire. On peut revenir aussi à l'assistance publique, qui avait un hôpital de ce type-là, qui était Claude Bernard, qui avait poussé le principe jusqu'au bout, puisque à Claude Bernard, dans les pavillons, pour passer d'une chambre à l'autre, on passait par l'extérieur pour éviter, soi-disant, la contamination. Je répète, c'est toujours le reflet d'un état de la médecine. Quelques salles d'opération, entre le chirurgien qui opérait chez lui dans sa salle à manger, et puis une salle d'opération à la Pitié-Salpêtrière en 1910, donc dans un des pavillons. On va sauter directement en 1935. Tout le monde connaît l'hôpital Beaujon à Clichy, qui est en fait le premier hôpital monobloc construit sur un modèle américain par un architecte américain en France. Alors, on a passé la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, beaucoup de blessés sur les champs. La médecine a fait des progrès. La radiologie commence à vraiment se développer. Et puis, on a trouvé les antiseptiques. Un petit peu plus tard, la pénicilline. Et donc, on juge que maintenant, on a suffisamment d'éléments pour regrouper tout le monde en même temps. On abandonne l'hôpital pavillonnaire pour construire donc ce monobloc dont Beaujon est encore aujourd'hui le fondement, y compris de nos hôpitaux actuels. L'organisation est très élaborée, puisque sur Beaujon, on a circuit propre, circuit sale, qui aujourd'hui ne sont plus différenciés, et on a, dans les 4 premiers niveaux, on le voit ici, qui étaient les niveaux de chirurgie. Sur le pignon ouest, on a les blocs dits salles, et c'est leur pignon ouest, les blocs dits propres. En fin de compte, Beaujon n'est que, on a compacté Édouard Herriot, on l'a mis dans un seul et même bâtiment. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais insister, qui fait vraiment, qui est un des problèmes de la programmation, c'est qu'on a ouvert en 1935 Beaujon, et en même temps, on a ouvert Édouard Herriot. 2 conceptions totalement opposées. Que s'est-il passé? Et en fin de compte, quand les 2 hôpitaux ont été ouverts, Édouard Herriot, pavillonnaire, avait été conçu avant la Première Guerre mondiale, alors que Beaujon a été programmé après la Seconde Guerre mondiale. On a repris les études d'Édouard Herriot tout en faisant celles de Beaujon. Et on a ouvert la même année 2 hôpitaux totalement aux antipodes, dont un était obsolète et l'autre tout à fait à l'avant-garde à cette époque. Et ça revient à dire que lorsque l'on programme un hôpital et lorsque vous envisagez les salles d'opération,
entre le temps de la programmation et le temps de construction d'un hôpital, il faut arriver à se projeter 10 ans plus tard. C'est extrêmement important. On sait très bien que la construction d'un hôpital, l'assistance publique qui en a construit pas mal, le plus rapide a été Robert Debré en 8 ans. En 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et Pompidou, premier programme en 80, a ouvert ses portes en 2000. Et donc, il y avait déjà des points qui étaient obsolètes à cette époque-là. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Alors, c'est vrai que personne autour de cette table, dans cette salle, n'est Madame Irma, mais il faut arriver à se projeter. Et c'est certainement pas les architectes qui vont se projeter dans l'organisation des blocs, c'est vous, hospitaliers. Donc, une salle d'opération dans les années 50. Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale, et comme on a construit des ensembles d'habitations type Sarcelles, on a construit Henri Mondor, la Tour Michalon à Grenoble, avec donc des IGH, immeubles grande hauteur, qui est un terme de sécurité incendie, et ces monstres hospitaliers étaient le début de regroupement de tous les blocs opératoires. Donc, on est passé de Beaujon, où les blocs opératoires étaient à chaque étage. À cette époque-là, on a commencé à mettre dans des galettes qui étaient en bas, des galettes médico-techniques, la totalité des blocs. Jusqu'à arriver à des aberrations. La Tour Michalon à Grenoble, il y a 42 salles d'opération ensemble. Donc, impossible à faire fonctionner. Dès qu'il y a une infection, tout se transmet. Ce qui était le problème de Bichat lorsqu'on a ouvert ses portes en 1980. Une époque sur laquelle on va passer un peu plus rapidement, ce qu'on a appelé les composants hospitaliers types, dessinés par les architectes agréés par le ministère de la Santé, c'est-à-dire ces bâtiments qui sont en fait des IGH coupés en deux pour être plus petits et ne plus être IGH, qu'on a vu fleurir dans tous les hôpitaux de France des grandes villes. Voilà, ces pavillons en forme de T, en forme de Y, qui comportaient de l'hébergement au-dessus et en général des blocs opératoires, enfin des plateaux médico-techniques en dessous. Il faut vraiment arriver à 1980, ce qu'on a appelé la loi de maîtrise d'ouvrage public, loi MOP, surtout les gens qui sont dans le domaine de la construction le savent, où tous les hôpitaux publics ont été obligés de passer par voie de concours pour se rénover ou se construire. Donc rédaction de nouveaux programmes, premier hôpital ouvert en France selon la loi MOP, concours d'architecture, donc Robert Debré, fait par Pierre Rigoulet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces hôpitaux sont restés très classiques dans le fonctionnement. Le bloc opératoire fait partie d'un plateau médico-technique où toutes les salles sont regroupées ensemble. L'accent a été mis principalement sur la forme architecturale et sur le confort du patient. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la notion de client à l'hôpital. Et puis, un petit peu plus tard, en 2000, Pompidou ouvre ses portes. Alors, je le prends juste comme exemple, il a fait les choux gras de la presse, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai pris, c'est qu'il est le reflet de tout ce qui s'est passé dans les années 2000 sur la construction de nos hôpitaux, dont on sait aujourd'hui qu'on a construit trop grand, beaucoup trop par rapport aux besoins, et qu'on n'a plus les moyens de faire fonctionner autant de surface. Voilà. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur l'organisation des blocs opératoires de Pompidou, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, j'ai eu la chance de programmer le plateau médico-technique et les blocs opératoires. On verra comment la commande qui a été passée à ce moment-là n'est plus aujourd'hui très adaptée. Sur les différents circuits que l'on trouve dans les blocs opératoires. Je ne vais pas parler très longtemps, je pense que vous le savez mieux que moi. Donc on a ce qu'on a appelé la marche, le simple circuit, marche en avant, on rentre par une porte, on ressort par une porte. Les patients, le personnel, le matériel. Il y a eu ensuite leur invention qui est arrivée dans les années 50, ce qu'on a appelé le double circuit, une entrée propre, une sortie salle. Donc on a doublé les surfaces de circulation et on s'est aperçu, j'ai eu la chance de participer à ce groupe-là, qu'en fin de compte, ce qu'on appelait le circuit sale était beaucoup plus propre bactériologiquement que le circuit propre. Voilà. Et puis il y a eu une troisième version qu'on a appelée la marche en avant ou le bloc opératoire en transit. On rentre par une porte et tout le monde ressort par l'autre. Aujourd'hui, en gros, chaque fois qu'on fait un bloc opératoire, on est revenu à une grande simplicité, c'est plutôt on prend le bloc aller-retour, celui-ci a été abandonné, et celui-ci s'est avéré très coûteux à construire, très compliqué à faire fonctionner, et les gens
s'il n'y a pas de discipline, ne respecte pas cette marche en avant et ça ne sert strictement à rien. Juste, petite photo, j'ai synthétisé 3 blocs opératoires. Celui de gauche, c'est un des blocs opératoires de Pompidou, système aller-retour. Et en gris en bas, j'ai fait ressortir les surfaces de circulation. Au milieu, un bloc très simple, celui de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Bloc extrêmement simple. Non, Pompidou est un double circuit. Circuit simple, et ici un modèle hybride, qui est en fait une marche en avant de l'hôpital de Nevers qui a ouvert ses portes donc en 2003. Et vous regardez simplement la différence, le gris représente les surfaces de circulation. Et on voit très bien que le simple circuit est nettement moins gourmand en surface de circulation. Ce qui veut dire moins de surface à entretenir, moins de distance à parcourir pour toutes les équipes qui font fonctionner un bloc opératoire. Qu'est-ce qu'on envisage pour l'avenir? Je veux dire, ça serait plutôt à vous de le définir. Ensuite, on va définir un cahier des charges et les architectes vont dessiner autour de vos besoins le contenant architectural. Et le contenu fonctionnel, c'est véritablement les hospitaliers qui sont capables de le définir. Et j'ai vu dans les abstracts des interventions qui vont suivre qu'il y a déjà des réponses à certaines de ces pistes qu'il faut envisager pour l'avenir. Alors bien évidemment, c'est basé aussi sur la médecine. Quelles sont les nouvelles techniques? Il y en a qui sont, on va dire, habituelles depuis plus de 10 ans, les endoscopies. Il y a la problématique de la radiologie interventionnelle, où j'ai vu dans un des abstracts, est-ce qu'elle se fait au bloc opératoire ou est-ce qu'elle se fait en imagerie? J'ai compris, c'est que l'imagerie prendrait des actes simples, et dès que ça devient compliqué, c'est au bloc opératoire. Les salles hybrides, l'apport de la robotisation dans la chirurgie. Qu'est-ce que ça va aussi induire sur les espaces? Je ne parle pas sur les patients, mais sur les espaces, puisqu'on parle bien de patrimoine. L'imagerie péropératoire, qui va nécessiter, par exemple en neurochirurgie, de mettre des équipements très lourds de radiologie à l'intérieur du bloc opératoire. Et quel système on prend? Et puis, bien évidemment, l'arrivée de la chirurgie ambulatoire, qui a quand même changé le fonctionnement des blocs opératoires tel qu'on le connaissait dans les années 90-2000. Comment va-t-on prendre en charge la chirurgie ambulatoire? Moi, je ne peux pas le dire. Je ne peux que, on va dire, aider les architectes à le dessiner. Et c'est à vous de le préciser. Alors, on sait aussi que les finances ont eu un impact non négligeable sur la conception des hôpitaux et que jusque dans les années 2000, on a un peu construit des monstres. Alors, bien évidemment, maintenant, et je suis bien placé pour le savoir, j'accompagne des hôpitaux quand il fallait aux tutelles défendre les projets, c'est qu'on nous demande combien va coûter ce bâtiment, quels sont ses coûts d'exploitation, et est-ce que vous aurez l'activité pour le faire tourner? Et donc ça vaut pour le bloc opératoire. Les ratios de personnel, point important, n'oubliez pas qu'on ne donne pas les ratios de personnel en fonction des mètres carrés, mais en fonction de l'activité. J'ai vu des gens qui ont fait construire 5000 mètres carrés, alors qu'ils avaient une activité que pour 500. Ben, c'est le personnel qui a fait les frais des distances. Il y a des textes réglementaires, parfois trop réglementaires. Il y a la tarification à l'activité et un contrôle des tutelles qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, qui était beaucoup plus souple avant et qui maintenant devient très dur. Alors sur les pistes envisageables, moi je ne peux vous donner que quelques fondements. Il va falloir construire autour de ces pistes. Alors, bien évidemment, on ne le répétera jamais assez, c'est qu'on doit définir en amont d'un projet de construction de rénovation, que ce soit un hôpital ou que ce soit un bloc, quel est le projet médical, combien de salles d'opération vous avez besoin, évaluer le volume des stockages, et est-ce que la stérilisation, elle sera à côté du bloc, ou est-ce qu'elle sera à 30 km dans une usine qui va regrouper plusieurs hôpitaux? C'est un impact non négligeable sur les surfaces. Sur les surfaces, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est un point important. Et puis aujourd'hui, quelle est la place, l'implantation du bloc opératoire dans l'hôpital? On ne peut pas dissocier le bloc opératoire du reste de l'établissement. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que... excusez-moi.
le bloc opératoire, il va être dans le plateau médico-technique. Il est hors de question, comme à Pompidou, d'avoir 24 salles d'opération qui sont à 3 étages différents et 3 x 8. Parce que c'était la demande. Il est assez d'ailleurs intéressant de voir que c'était 3 hôpitaux qui venaient dans Pompidou et que chacun gardait son territoire. Aujourd'hui, on fait les frais, et ce n'est pas le seul hôpital, mais c'est l'exemple. Voilà. L'autre exemple aussi sur Pompidou qui est intéressant, c'est quand il y a eu un incendie dans un des blocs opératoires, 8 salles ont été fermées pendant 9 mois. L'hôpital a continué à tourner avec la même activité sur 16 salles. Ça veut dire qu'une simple réorganisation nous permet de mieux rentabiliser les surfaces. Et puis, ici, juste un projet qu'on a fait avec le même architecte qu'à Pompidou, Lascaux. Donc, le futur CHU de Minsk, 1200 lits. Le plateau médico-technique est en rouge au milieu. Et on a commencé à répondre, comme au futur CHU d'Amiens ou au sud francilien, à la notion de 24 heures sur 24 et d'ambulatoire. En fin de compte, ce plateau qui est au centre donc, de l'hébergement et de l'ambulatoire, en bas, on a le bloc opératoire ambulatoire, l'imagerie ambulatoire, les explorations fonctionnelles ambulatoires. Juste au-dessus, correspondant avec des escaliers pour les équipes, le bloc opératoire 24 heures sur 24, l'imagerie lourde, et ces services communiquent entre eux par des escaliers pour les équipes, et tout le bas est fermé la nuit, puisque c'est une notion d'ambulatoire. C'est une réponse à comment prend-on les flux ambulatoires en charge dans un bloc. Mais évidemment, juste un bémol, c'est quand on a des projets à grande échelle. On ne fera pas ça sur un hôpital de 200 lits. Quelle organisation vous souhaitez avoir? Alors, c'est à vous d'y répondre. La chose que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt intérêt à avoir des blocs opératoires modulaires. C'est-à-dire, je parlais de Michalon tout à l'heure sur 42 salles d'opération. En gros, il faudrait que ces 42 salles soient divisées en différents modules. Alors, on le verra, c'est ce qui a été fait à Strasbourg pour le futur plateau médico-technique et locomoteur qui va être installé donc à l'hôpital de Haute-Pierre. Alors, les avantages du module, c'est qu'il permet de fermer un module si on est en baisse d'activité. Si on a un module qui est affecté, on le ferme totalement, on nettoie les salles. Et en fait, il évite aussi l'effet de masse. Il permet aussi un certain nombre de choses, c'est qu'on veut dire un module est affecté par exemple à la chirurgie ambulatoire. Alors c'est un point sur lequel j'insiste parce que la chirurgie ambulatoire, on en parle à chaque fois. Ce que j'entends de la part des hospitaliers, c'est que si on n'a pas un bloc dédié à l'ambulatoire, on ne fait pas d'ambulatoire. C'est toujours le programmé, enfin le lourd qui prend le dessus. Alors ici, un petit exemple. J'ai schématisé un bloc opératoire avec 8 salles d'opération et on l'a transformé avec une notion de module où on a 2 x 4. Alors on peut avoir 2 x 5 ou 2 x 3. C'est pas moi qui décide du nombre de salles par module, ni du nombre de salles complet. Et c'est ce qui a été décidé au moment du programme dans le futur bloc opératoire. Je suis un peu désolé de la qualité de la photo du donc, plateau médico-technique et locomoteur à Strasbourg, donc qui va bientôt se construire. Il y a une trentaine de blocs opératoires. Les 2 étages sont dans le même bâtiment. Donc, premier étage et en haut, 3e étage. Et chaque bloc est en 3 modules de 5 salles. Ces 5 salles sont identiques. On verra pourquoi j'insiste sur cette notion en surface. Et aujourd'hui, même si une partie des chirurgiens a voulu dire « j'aurai tel module », on sait que dans le temps, ceci est tout à fait souple. Qui plus est, alors, on a pu le faire à l'occasion de cette construction, on a programmé entre les 2 blocs opératoires, qui sont en fait la partie gauche qui est en orange foncé, entre les deux, un étage technique vide qui va permettre d'entretenir le bloc opératoire, de faire intervenir les équipes de techniciens et d'ingénieurs sans avoir à pénétrer dans ce bloc. Et de changer, par exemple, le traitement d'air d'une des salles si on veut le faire passer, par exemple, d'ISO 8 à ISO 5. Alors, il est bien évident que ce genre
de système avec cet étage technique entre les deux qui permet une certaine souplesse, c'est plus coûteux. À nous de le défendre auprès des tutelles. Parce que dans ces cas-là, vous ne rentrez plus dans les ratios de surface, la fameuse grille dans lesquelles il faut rentrer, et si on dépasse le plafond, on est viré. Là aussi, on revient à un point, quel est l'élément majeur du bloc opératoire, c'est la salle d'opération. Quel type de salle d'opération veut-on avoir? Est-ce que c'est des salles spécialisées? Bien évidemment, je pense qu'il y a encore quelques chirurgies spécialisées, mais la plupart peuvent toutes se faire dans des salles qui sont polyvalentes. Et là, on arrive à un point, c'est quelle surface doit faire chaque salle d'opération. Alors si les tutelles m'entendaient, je pense que je me ferais étrangler. Je pense qu'il vaut mieux aller vers le haut de la surface de chaque salle d'opération. Il y a 20 ans, on disait une salle d'opération fait 35. Aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'elle fasse 50 mètres carrés. On pourrait y mettre un robot, et il faut qu'elle fasse toutes 50 mètres carrés. C'est ça l'évolutivité. On pourra mettre une discipline, changer, voilà. Et de la même manière, on a parlé un peu d'imagerie interventionnelle, il faudrait que les salles de radio fassent 50 mètres carrés. Et une salle de radio peut devenir bloc opératoire. Ou l'inverse. Parce qu'on a toujours, moi quand je travaille avec les hospitaliers, ils disent monsieur l'architecte, vous ne pouvez pas nous faire un hôpital chewing-gum parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est pas possible, le béton c'est pas du chewing-gum. Mais prendre quelques principes. Et il vaut mieux avoir des salles plus grandes et polyvalentes, mais en nombre moins important. Ça c'est un point qui est vraiment particulièrement fédérateur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez comme traitement d'air? Inutile de mettre un traitement d'air ISO 5 si on n'a besoin que de l'ISO 8. Voilà. Et puis, il y a d'autres modèles. Il y a les halls opératoires. Moi, je ne peux pas y répondre. J'ai lu tout et son contraire sur les halls opératoires. C'est très bien pour les équipes, les patients supportent moins bien. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça demande moins de contraintes de construction. Par contre, ça va demander plus de contraintes de traitement d'air. Et de contraintes phoniques, puisqu'on entend tout ce qui se passe. Mais je n'ai pas d'avis sur la question. C'est vraiment à vous de décider. Sur les ratios de surface, aujourd'hui, quand on construit un hôpital, on passe par des ratios de surface qui sont édictés par l'ANAP. Attention aux ratios de surface. Et là, on a besoin de votre aide pour les faire changer. Parce qu'en fait, les ratios de surface qui sont donnés aujourd'hui, qu'on soit au bloc opératoire ou ailleurs, c'est la moyenne des hôpitaux d'hier pour les hôpitaux de demain. Il y a une petite contradiction. Voilà. Alors que les surfaces de bloc opératoire doivent augmenter un peu. Donc quelques images, un bloc opératoire, un hall opératoire. Voilà l'équipement à l'intérieur d'une salle, et puis un robot qui va permettre d'opérer le patient, dont on va peut-être entendre parler tout à l'heure, mais qui est à prendre en compte dans le contenant architectural de la salle d'opération. J'ai parlé d'évolutivité, oui. L'évolutivité, c'est d'abord bien calculer ce dont on aura besoin, avoir une certaine polyvalence des locaux, ne pas non plus mettre, lorsque l'on a fait des hôpitaux en 1960, on mettait l'hébergement au-dessus du plateau médico-technique. Et en gros, la structure de l'hébergement se plombait avec celle des blocs opératoires. Aujourd'hui, on est sur des polyblocs, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté l'hébergement et un plateau médico-technique qui est isolé architecturalement, relié par des passerelles, et que l'on peut faire évoluer sans gêner le reste de l'hôpital. Alors c'est une architecture, aujourd'hui on s'oriente vers des architectures polyblocs, au contraire du monobloc qui était Beaujon, ou encore Henri Mondor à Créteil. Et puis, n'oubliez pas que l'acte de construire, ça a aussi des contraintes. Vous avez vos contraintes, mais l'architecte il va se heurter à pas mal de choses. Les contraintes de sécurité incendie, les contraintes du poteau. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent, vous ne pourriez pas nous enlever le poteau dans la pièce? Ben oui, mais si vous avez envie de prendre le plafond sur la figure, c'est le meilleur moyen. Voilà. Des règlements d'urbanisme, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a d'autres règlements. Accessibilité PMR, ou bloc, c'est pas très important, mais moi, une fois, on m'a demandé des vestiaires pour personnes à mobilité réduite dans le bloc opératoire. Je veux bien, mais si les anesthésistes ou les chirurgiens se baladent avec... Donc, on perd de la surface, là, on n'a pas besoin.
Voilà, il aura ses contraintes budgétaires aussi. Le maître d'ouvrage, l'hôpital, lui impose ses contraintes budgétaires. Et puis, petite synthèse des questions, c'est comment va-t-on prendre en charge l'ambulatoire? Alors, ce que j'entends aussi beaucoup dans les blocs opératoires, le circuit très court, c'est-à-dire qu'on rentre, on sort, on ne passe pas par le circuit général. Alors ça peut se régler par la notion de module, mais autant de questions dont la réponse vous appartient vraiment. S'orientant vers la polyvalence des salles, et puis j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce que c'est réalisable de faire un hall opératoire, qui lui, de toute façon, sera plus simple à réaliser au niveau de la structure. Et surtout, n'oubliez pas, ça c'est la synthèse, c'est que c'est vous qui décidez de l'hôpital et que c'est l'architecte qui le décide. Merci. Bon, je remercie Philippe Picard de la qualité de son exposé et de ces différents éléments de réflexion. Henri Bismuth. Puis Max Dubernard. Je vous remercie de cet exposé très clair. Je vais vous demander combien de temps se passe entre la décision de construire un hôpital et la mise en fonction avec les premiers malades qui rentrent. Alors, non, parce que quand vous dites c'est vous qui allez construire l'hôpital, je connais très bien les délais. On est déjà parti à la retraite quand vous. Je sais bien. C'est bien là voilà. qu'est le problème. C'est ça, autrement dit. Et le deuxième point, si vous demandez ici à toute l'Assemblée quel type de chirurgie nous ferons dans 10 ans, je défie quiconque d'y répondre. Alors comment pouvez-vous programmer un hôpital alors que nous-mêmes ne savons pas ce qu'on fera dans 10 ans? J'entends très bien. Alors, le délai le plus court que j'ai pu voir, alors attention, entre le moment où on prend la décision de construire un hôpital, moi je pars du moment où on a écrit le programme, parce que les décisions peuvent avoir des délais administratifs qui peuvent plomber totalement la construction. Et à partir du moment où on a construit, on dit voilà, on écrit le programme, c'est-à-dire que vous avez défini la stratégie sanitaire et le programme capacitaire. J'ai quelques exemples en tête, donc je peux les citer véritablement. Le plus court a été l'hôpital de Nevers, 450 lits, programmé en 95-96 et qui a ouvert ses portes fin 2002. Voilà. Un qui a été très court, c'est Robert Debray, programmé en 1980 et qui a ouvert ses portes en 88, avec d'ailleurs 2 ans de difficultés pour son financement et de remaniement, puisqu'on a enlevé un étage à Robert Debray. Et puis des exemples qui sont beaucoup plus étendus, type Pompidou, dont le premier programme a été écrit en 80 en même temps que celui de Robert Debray. Le premier, il a été remanié, voilà, et qui a ouvert ses portes 20 ans après. Ça, je dirais qu'aujourd'hui, si on veut être cohérent, il ne faut pas dépasser 6-7 ans. À partir du moment où on a lancé le concours d'architecture, je ne parle pas des décisions stratégiques sanitaires avant. Voilà. Oui, pardon. Voilà. Quant au fait que je suis certain qu'effectivement on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans en chirurgie, l'architecte le sera encore moins que vous. Moi, ce que j'essaye de vous donner, c'est des pistes architecturales pour qu'il y ait une certaine souplesse à l'intérieur du bâtiment et que vous puissiez, au fur et à mesure de vos besoins et des évolutions, adapter ce bâtiment. D'accord. Alors, Max de Bernard et puis Jacques Barbier. Un commentaire très bref. Aux États-Unis, la durée de vie d'un hôpital, c'est 25 ans. Mais je suis entièrement ça veut dire d'accord que on rase tout ou on redémolit tout à l'intérieur de la tour et on recommence tout. Alors si on met 8 ans pour se construire le bloc comme ça. Non, ma question, c'est le traitement de l'air. Le traitement de l'air, quelle est la place du flux laminaire vertical aujourd'hui, vu par les architectes? Non, ne vous donnera pas. C'était mon obsession quand j'étais petit, mais voilà. C'est fini. Ça dépend des équipes. Ok. Jacques Barbier. Oui, une simple question. Et puis Philippe, que pensez-vous des hôpitaux de 10 000 lits qu'on construit actuellement en Chine? Sûrement pas du bien, parce que c'est quelque chose qui doit être ingérable.
C'est une masse où finalement 10 000 lits, c'est presque 10 hôpitaux de 1000 lits mis bout à bout. Voilà. Donc on faire autant... je pense que ça n'est pas une bonne solution. Alors Philippe Ontupet, puis François Dubois. D'abord, en vous remerciant beaucoup pour la clarté de l'exposé. Je reviens au titre bloc opératoire et à une idée 2 fois amenée au cours de cet exposé, et même la dernière idée, celle du hall opératoire. J'aimerais vous poser une question un peu plus en profondeur là-dessus. Pourquoi ? Parce que d'abord, effectivement, c'est vraiment novateur, pour ainsi dire, mais où sont les exemples ? Vous allez nous le dire. Il y en a bien sûr en chirurgie d'apprentissage. Je citerai par expérience les 3 instituts de l'IRCAD. Que la convivialité, la technologie importable dans ces locaux, les problèmes techniques mis en commun sont forcément générateurs de possibles économies, mais beaucoup plus d'échanges entre des personnels polyvalents, d'échanges entre des chirurgiens de différentes spécialités et d'adaptation à toutes les nouvelles technologies. Donc pourriez-vous commenter un peu plus sur les halls opératoires ? Alors, là, ma réponse n'est qu'un avis d'architecte, et pas un avis de médecin ou d'utilisateur. Je n'ai jamais été patient dans un hall opératoire. Je trouve la conception des halls opératoires, ces échanges dont vous venez de parler, cette impression de volume, il y a aussi l'œil qui va jouer énormément, très intéressante. Voilà. Je pense que les échanges entre les équipes, c'est ce qui m'a été rapporté, moi je n'opère pas donc je ne sais pas, sont aussi très intéressants. Voilà. Après, d'abord je crois que ça dépend des pays. J'ai entendu moins de critiques sur les halls opératoires en Suisse que sur celui de Grenoble parce que la culture n'est pas la même. Voilà. Après, je pense que c'est une solution. Si je fais juste une association d'idées, on me parle souvent du circuit très court. Et ben, je trouve que le hall opératoire, c'est vraiment très bien pour ce qu'on appelle le circuit très court. Voilà. Alors, à propos du hall opératoire, j'avais demandé aux orthopédistes de Grenoble, puisqu'il y a un hall opératoire à Grenoble, de pouvoir venir faire le bilan. Bon, malheureusement, ils avaient une réunion universitaire qui faisait que ce n'était pas possible, donc on les invitera à l'occasion d'une autre séance pour qu'ils nous donnent l'expérience d'un hall opératoire qui existe, mais qui est mono-spécialité. Il y avait François Dubois, et puis Jean-Pierre Triboulet, et Philippe Brey, puis on arrêtera là pour passer... Oui, j'ai 2 questions. La première, il semble que vous fassiez évoquer des blocs opératoires pour des hôpitaux de 1000 lits. Est-ce que vous croyez que la solution, c'est pas d'avoir des hôpitaux beaucoup plus petits ? Et la deuxième, qui résout aussi plus facilement le problème du bloc opératoire, qui effectivement doit être prévu pour évoluer très rapidement. La deuxième chose, vous avez évoqué aussi le fait on vous demande des fois de changer un pilier et le plafond va s'effondrer. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible justement de prévoir plutôt des cloisons amovibles pour savoir éventuellement, si la chirurgie évolue, de ne pas avoir à tout détruire pour aménager dans de meilleures conditions les blocs ? Alors sur la première question, c'est pas moi qui fais la stratégie sanitaire ou la politique sanitaire d'un pays. Donc oui, 1000 lits, c'est beaucoup trop. Et ça donne des monstres architecturaux difficiles à faire fonctionner. Donc ma réponse est là tout à fait personnelle. Il vaut mieux aller sur des hôpitaux de plus petite taille, plus performants. Et de toute façon, je pense qu'on fera autant d'activités que dans un hôpital de 1000 lits. Voilà. Alors Éric Allaire, Jean-Pierre Triboulet, et puis Philippe Brey. Et sur juste répondre à la deuxième question sur la transformation de tous les services de l'hôpital. On parle de bloc opératoire, mais ça peut avoir trait à la radiologie, à la réanimation. Oui, il y a déjà des hôpitaux avec des cloisons amovibles. Ce sont des cloisons préfabriquées. Mais attention, les faire tomber pour les déplacer, c'est extrêmement coûteux et il y a, on va dire, tous les tuyaux qui vont avec. Ça n'est pas si simple que ça. Par contre, ce que je crois, c'est que dans les années à venir, aujourd'hui, on a des traitements d'air qui sont très difficiles. On sait très bien, quand on a une ZAL ISO 5, on ne peut pas la faire passer, enfin la transformer facilement. C'est que les technologies de construction vont aussi s'améliorer, comme vos technologies chirurgicales vont s'améliorer. Et qu'on va vers des solutions beaucoup plus souples, ce que je souhaite. Mais je ne les connais pas encore.
En fait, ma question rejoint le deuxième point de notre collègue. On voit que nous construisons en France pour 50 ou 70 ans, c'est ainsi. Et donc l'effort de modularité, de possibilité de plasticité des structures que nous concevons actuellement pour plus tard est un élément extrêmement important. Donc quel est quand même, alors vous dites, bon, on n'a pas, entre l'open space et le marbre figé pour 200 ans, quelle est la réflexion et justement quel est le travail de profondeur sur la modularité, la plasticité, les cloisons amovibles, tous les circuits, parce que vous en avez peu parlé, mais tous les circuits d'information qui vont maintenant avec un bloc opératoire, etc. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, c'est les circuits d'information, parce que ça, c'est quelque chose de très souple, qui s'adapte à toutes les architectures. Pour répondre en partie, je dis bien en partie, à une de vos questions, je vais reprendre juste une des diapositives, qui est le CHU de Minsk, qui est là, ici. Voilà. Donc, où le concept que vous voyez en haut à droite, en fait, vous avez en bleu sur la coupe l'hébergement. Vous avez les deux plateaux médico-techniques dessus-dessous, donc celui qui est plutôt ambulatoire en bas et celui qui est lourd au-dessus. Et vous avez à gauche en vert tout ce qui est consultation, exploration fonctionnelle. Et en gros, ces trois blocs que l'on voit dessinés ici par l'architecte peuvent évoluer sans gêner l'autre. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que le plateau médico-technique dans un hôpital, c'est celui qui va plus évoluer, alors qu'on est à peu près certain que l'hébergement, lui, ne va pas bouger. Le problème de nos hôpitaux monoblocs, c'est qu'une fois que vous touchez un étage, vous touchez à tout le reste. Et donc, il faut aujourd'hui avoir plutôt des architectures polyblocs, on va dire que c'est l'élément majeur. Déjà que l'architecture générale de l'hôpital puisse elle-même évoluer. Je ne parle pas que des blocs opératoires. Ensuite, quand vous rentrez dans les blocs opératoires, je maintiens, c'est une standardisation des surfaces. Toutes les salles font 50 mètres carrés par exemple, ou 60, peu importe. Mais elles sont toutes identiques, de telle façon que vous puissiez bouger, aller d'une salle à l'autre, changer de discipline. Voilà. Quant aux cloisons amovibles, je rappelle que les cloisons amovibles, ce n'est pas quelque chose qu'on vient démonter avec une clé le matin, ce n'est pas un Lego. Ce sont des choses extrêmement lourdes, surtout quand on rentre dans le domaine du bloc opératoire. Mais c'est possible. Disons qu'elles induisent moins de travaux de nuisance en cas de travaux. Jean-Pierre Triboulet, puis on va arrêter là. Parce que... en ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, vous avez cité les blocs dédiés comme étant le NEC plus ultra. On sait très bien qu'actuellement, c'est extrêmement difficile d'avoir des blocs dédiés car il faut un volume très important. Donc, soit la plupart du temps, c'est des blocs intégrés. Et est-ce que vous arrivez à convaincre quand même les instances, les autorités, les gens qui dirigent ou qui font les projets pour favoriser quand même les blocs dédiés? Ça, c'est une première chose, parce qu'on sait que ça marche mieux, car c'est un circuit autonome avec une culture ambulatoire. La deuxième petite question, c'est comment vous résolvez le problème de l'évolutivité? Alors, ce n'est pas dans 20 ans, l'évolutivité, la modularité, comme le citait notre collègue, sur l'ambulatoire, c'est tout de suite, car l'année d'après, vous avez une autre spécialité ou une autre discipline qui veut s'occuper aussi d'ambulatoire, et ça pose des problèmes d'évolutivité vraiment très importantes. Je voudrais avoir votre sentiment, alors, court, si j'ai bien compris, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur les deux. C'est ce qu'on a fait à Strasbourg. En fin de compte, on a programmé 6 modules de 5 salles sur 2 niveaux, sachant que le niveau le plus proche de l'entrée de l'hôpital, c'est plutôt celui qui est dédié à l'ambulatoire. Au départ, il y a un module dédié à l'ambulatoire. Si on veut, on sait très bien que si on diminue l'activité lourde, on va faire de l'ambulatoire. On prend un deuxième module. Et on a mis toutes les salles polyvalentes. Et les deux blocs se superposent et ont une architecture strictement identique. Et on s'est battu sur ce point-là. Ça n'a pas été évident à faire valider. Pardon. Bien, merci beaucoup pour la qualité de cet exposé et le nombre de questions qu'il a entraîné.